Il n'y a pas que la politique et politicienne qui intéresse les téléspectateurs. Nous gardons le pied en Afrique, mais avec un regard sur le monde, parce que le monde bouge, le monde tousse, et quand les armes parlent, même l'économie et le social sont secoués. L'intervention militaire russe en Ukraine, à la lumière des nouvelles relations internationales pour une réinvention des grilles d'analyse, c'est donc la thématique sur cette table, et nous sommes inspirés par une grande conférence qui sera animée la semaine prochaine à l'université de Kinshasa. Je reçois un professeur pour en parler, cette fois-ci loin des blabla politiques. Julien Tazi, bienvenue. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes professeur au département de relations internationales à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques à l'université de Kinshasa, vice-doyen à la recherche. Voilà ce que nous pouvons dire en résumé sur vous-même. Tout à fait. Le contexte est particulier, la crise est aiguë. Point de besoin de revenir sur ce que racontent les médias en Occident et encore d'autres médias en Asie. On sait que chaque média a ses couleurs, mais vous allez rester dans la science, mais une science inspirée par l'évolution de la situation sur le terrain, avec un regard prospectif, pas pour donner des prophéties, mais juste émettre des avis et dire au moins les conséquences qui découlent de ce chamboulement dans les relations internationales. Alors pourquoi la conférence sur une telle thématique? Nous l'avons dit, nous sommes inspirés par ces thématiques. Merci beaucoup pour votre invitation. Nous sommes partis d'un constat sérieux. C'est que depuis plus de 2 semaines, nous assistons à plusieurs informations qui tombent à nous. Nous assistons à une série d'interventions qui tombent à nous, en telle sorte que ça constitue ce que nous pouvons appeler l'info-obésité. C'est que la majeure partie de ces informations nous proviennent de la presse occidentale, de la presse de l'espace de l'Union européenne. Une presse, ça vient de moi, ça ne vient pas du professeur, que vous êtes scientifique, une presse qui a montré ses limites. On croyait que les médiocres étaient seulement ailleurs, comme l'avait souvent stigmatisé Freddy Mulumba, mais les médiocres sont aussi partout. Une presse qui fabrique des fausses nouvelles, et une presse comme celle belge qui venait également de diffuser des incohérences et des fausses nouvelles sur notre président en Belgique. Alors c'était une parenthèse pour vous dire que c'est pas Dieu le Père qui parle quand la télévision et la radio en Occident parlent, ou la presse écrite. Tout à fait. Cette info-obésité nous oblige de nous arrêter, d'examiner les faits à l'aune des théories, des paradigmes et des grilles d'analyse de la science des relations internationales. Je voudrais rappeler ici que la relation internationale comme discipline n'est pas événementielle. Elle ne raconte pas les faits, mais elle interroge les faits avec les grilles, avec les théories, avec les doctrines, pour les rendre intelligibles, compréhensibles. C'est ça l'importance de cette conférence. Nous allons faire un arrêt sur l'image pour expliquer les enjeux, les conséquences de l'intervention militaire russe en Ukraine, en nous servant de la carte mentale
que les relations internationales nous présentent. Nous allons donc analyser ces faits-là pour savoir quelles sont les forces en présence, quelle est la situation militaire en présence. Il me semble que l'armée ukrainienne résisterait farouchement et en même temps l'armée russe est à 15 km de l'Ukraine. Nous allons savoir qu'est-ce qui se passe. De Kiev, la de capitale. Kiev, voulais-je dire. Bon, nous aimerions savoir qu'est-ce qui se passe. Comment s'organise résister avec des cocktails Molotov dans une guerre conventionnelle comme ça, l'adversaire est hyper armé, il a une logistique fantastique et on apprend aux enfants à fabriquer les cocktails Molotov pour résister à Tout à fait, tout à fait. Il y a deux choses. Ça, c'est l'Occident. On assiste à une guerre traditionnelle, conventionnelle, et également à une guerre asymétrique, une guerre hybride. C'est ainsi que nous allons examiner tout cela lors de notre conférence. Vous savez, par moments, il y a des choses qui surprennent, quoi. On voudrait que l'armée russe respecte la population civile. En même temps, on arme la population civile et on en fait des forces combattantes. Et même des enfants. Tout à fait. Il y a des choses qui surprennent. C'est ainsi que nous allons faire un arrêt sur image pour examiner qu'est-ce que la science de relations internationales nous enseigne en termes de conséquences. On peut prévoir la déliquescence de l'ordre mondial et libéral. On peut le dire. On peut envisager la fin de l'hégémonie économico-géopolitique de l'Occident. On peut l'entrevoir. Mais qu'est-ce que les relations internationales nous enseignent en termes de grille, en termes d'analyse, en termes des enjeux? Comment est-ce que les communs des mortels peut entrevoir la compréhension de cette situation et envoyer un message sérieux, non seulement aux scientifiques, mais à ceux qui nous dirigent en termes de conséquences. Quels sont les préalables que les États africains doivent prendre pour que cette situation ne soit pas une situation chaotique dans nos pays africains respectifs? On a vu que cette guerre en Ukraine nous a démontré beaucoup de réalités. Pas les théories ou vous parlez de l'obésité, les informations que les médias en Occident nous livrent ici, là, ou nous imposent par des canaux qui sont connus, aujourd'hui la toile, une véritable poubelle. Alors, disons-nous les choses clairement, face à ces réalités sur le terrain, est-ce que c'est la fin de l'impérialisme occidental, la fin de l'impérialisme, de la domination du dollar américain, la fin d'une domination qui a fait très mal aussi en Afrique? Écoutez, je ne veux pas être irrespectueux vis-à-vis de la science pour avancer des hypothèses que l'on ne saurait pas vérifier. Cependant, les faits démontrent que l'Occident a pris des options. Depuis 89-90, l'Occident avait déjà levé les mesures. Ces mesures levées par l'Occident semblent être légitimes. Il y a également des revendications sérieuses émises par la Russie qui ne voudrait pas être réduite à une puissance uniquement sous-régionale. Alors, nous allons analyser le croisement de ces deux légitimités et à l'issue de la conférence, nous allons lever les grandes options pour répondre savamment à votre préoccupation. Y a-t-il la fin de l'impérialisme? Y a-t-il impérialisme? Si l'impérialisme il y en a, quelles en sont les variables explicatives? Si la Russie se démène pour une question de survie, quelles en sont les variables explicatives? C'est ça la science. C'est à l'issue de l'analyse uniquement scientifique et critique
que nous allons devoir répondre à cette question. Sinon, ça serait aller vite en besogne, parce que je vous dis que nous analysons une actualité brûlante. Alors, il faut se réserver de faire des projections que nous ne saurions soutenir scientifiquement. Parlons quand même des sanctions et leurs conséquences. La plupart des sanctions, c'est contre la Russie. La Russie qui se bat, semble-t-il pour certains analystes, pour une cause légitime. Des sanctions qui vont jusqu'à toucher les sports. Comment le monde occidental, qui est connu comme étant l'exemple de la démocratie, verse-t-il dans ce, comment on appelle ici, dans des jugements très hâtifs, les sports, des hommes d'affaires, même loin de Poutine, sont frappés. Donc les Russes sont frappés comme si tout le monde était le frère biologique de Poutine. Ah, écoutez, je vais garder la même posture de réserve pour vous dire ceci. Il est vrai que l'Occident a exagéré avec les sanctions, jusqu'à aller toucher un secteur qui, en principe, devait être dépolitisé. Ça, je dois le dire clairement, sans crainte de me tromper, que depuis longtemps, l'Occident a présenté certaines valeurs. L'Occident s'est caractérisé à la défense de certaines valeurs, notamment la non-politisation du sport. Mais malheureusement, pour une raison que nous ne savons pas dire ici, les sanctions sont d'ordre général. Il y a des sanctions économiques, il y a des sanctions militaires, il y a des sanctions géopolitiques, il y a même des sanctions sportives. Nous avons un collègue qui va plancher sur les questions des sanctions sportives. Cependant, je me presse de dire, sans crainte de me tromper, que en sanctionnant le sport russe, l'Occident a cessé de viser les autorités politico-militaires, mais vise maintenant le peuple. Et ce peuple-là, qui est visé, l'Occident voudrait qu'il se rebelle contre l'autorité politico-militaire. Ce peuple-là, on voudrait le soulever contre l'autorité. Alors là, c'est l'application des principes de 2 poids 2 mesures à géométrie variable qui caractérise le mode opératoire occidental. Ce qui est vrai, c'est que le peuple est victime de la guerre. On ne peut pas penser protéger les peuples ukrainiens et soumettre les peuples russes. C'est également là encore une situation de 2 poids 2 mesures, une situation d'analyse à géométrie variable que l'Occident devra en corriger. Extrêmement important à cette approche quand on sait que la civilisation romaine, c'est une civilisation qui a toujours, avant de condamner le coupable, entre guillemets, qui lui a toujours donné le temps de se défendre. Et ça a caractérisé la culture judéo-chrétienne. Alors, même le traité de Rome en est aussi l'exemple, mais ce qu'on constate maintenant, c'est autre chose. Même les sanctions prises dans les temps contre les collaborateurs ou le dignitaire du régime Kabila, c'était sans les avoir écoutés. Je ferme la parenthèse. Les conséquences, on sent qu'elles seront nombreuses. Macron dit l'Afrique et l'Europe vont payer aussi durement sur le plan d'abord de l'agriculture ou sur le plan alimentaire, le Maghreb, ainsi de suite. Vous pouvez nous en parler Écoutez, les conséquences de l'intervention militaire russe en Ukraine et surtout des sanctions aussi sont légion. De manière générale,
à l'aune de relations internationales, laissez-moi vous dire que plus rien ne sera comme avant. On assiste à l'effondrement de basique du fonctionnement du système international dans tous ces secteurs, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan militaire et sur le plan sociologique. Il faut le dire. En fait, si en 90, l'ordre de Yalta s'en était effondré, de plus en plus, et surtout avec la situation de Covid-19 et cette guerre en Ukraine, les principes généraux qui ont caractérisé le fonctionnement du système international s'ébranlent. Ça, c'est d'une manière générale. L'ordre de Bretton Woods, avec les sanctions économiques, vont s'imposer. Et cet ordre-là ne sera plus le même. Sur les questions africaines, vous savez que l'Ukraine et la Russie demeurent des grandes puissances mondiales des céréales. Les greniers de l'Europe. Les greniers de l'Europe, je ne veux pas dire, par exagération, les greniers mondiaux des questions de céréales. Alors, les conséquences en Afrique du Nord et partout ailleurs, seront prévisibles. C'est une conséquence logique. Il y aura flambée de prix. Ça, ce n'est que une logique normale. Il ne faut pas seulement s'arrêter là. Mais la Russie, c'est également un grand producteur du gaz. Vous savez que l'Europe, de manière générale, recourt à près de 43% du gaz russe qui passe par les pipelines ukrainiennes. Ça voudrait dire simplement que et l'Europe, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sera touché. Le monde entier, le système international en entier sera touché, soit positivement, soit négativement. Il y a des puissances qui en sortiront avantageusement, il y en a d'autres qui seront touchés. Vous voulez que je vous parle de la Chine, qui sera probablement la première puissance qui profitera de la guerre. Est-ce que les Occidentaux n'ont-ils pas malheureusement sous-estimé l'impact de toutes les conséquences, de toutes les sanctions qu'ils ont prises contre la Russie? Parce qu'on voit que Moscou et Pékin ont signé de nouveaux accords sur le plan gazier et cela pourrait peut-être former un bloc puissant sur le plan économique, la première puissance économique mondiale, donc la Chine, avec la Russie. Est-ce que ça ne peut pas porter un coup à l'économie mondiale et surtout en Occident? Tout à fait, tout à fait. Déjà depuis un certain moment, une nouvelle ligne de puissance était en train d'être constituée. C'est la ligne de la Russie, de la Chine et de l'Inde. Alors, avec la guerre, totalement cette ligne sera probablement pas revisitée, mais confirmée. Et il y aura changement de paradigme de puissance. L'Occident, qui longtemps a été la première puissance productrice de valeurs, et avec cette guerre, elle va soit perdre totalement, soit avoir une baisse totale des régimes en faveur d'un autre pôle de puissance qui réunirait la Russie, la Chine et probablement l'Inde. À cet ère qu'on peut même associer un tout petit peu la Turquie, qui aujourd'hui va jouer un rôle de premier plan dans la recherche de solutions diplomatiques à la crise russo-ukrainienne. Oh, justement, la Russie, plutôt la Turquie qui est à la porte de l'Europe de l'Est et aussi à la porte de l'Asie mineure, à une position stratégique.
Tout à fait. Et donc, comment on appelle, le président turc est en train a compris les choses. On sent que c'est pas un dormeur. Alors, dans cette conférence, ça vaut aussi la peine parce que vous allez justement faire des propositions aux dirigeants africains et congolais en particulier. Est-ce que vous croyez que les dirigeants politiques écoutent les scientifiques dans les pays africains? Écoutez, le problème, ce n'est pas qui nous écoute ou non. Le problème, c'est que le scientifique propose de nouvelles choses. Nous voulions sortir du sensationnel, de la subjectivité, de la morale, pour analyser les faits. C'est ça, en fait, l'intérêt, la beauté de la science de relations internationales. Permettre même à M. Jourdain ou au M. Jourdain de comprendre ce qui se passe et de prendre des dispositions utiles. Nous allons, à l'issue de la conférence, faire des propositions aux autorités africaines et aux autorités qui nous gèrent au pays pour que certaines mesures puissent être prises afin de réguler les effets pervers de la guerre qui nous arriverait. Il est de notre devoir scientifique d'informer l'autorité de la situation sociale, de la situation internationale. Parce que vous savez que la politique étrangère des États, avant d'être formulée, doit tenir compte du contexte international. Quoi qu'ils fassent sur le plan interne, ils doivent savoir quelle est la configuration du système international, comment il fonctionne, afin que les erreurs stratégiques de politique étrangère soient évitées. C'est ça notre âme, c'est ça notre objectif que nous nous sommes donnés pour l'organisation de cette conférence. Voilà, on termine, professeur, par cette préoccupation. C'est extrêmement important. Je viens d'avoir la nouvelle. On parle plutôt pour contourner la dépendance de l'Occident vers sa dépendance vers la Russie sur le plan du gaz. On parle de la signature en urgence d'un accord avec l'Iran. On parle également d'un accord gazier avec le Venezuela, dont le régime a été très combattu. D'abord Hugo Chavez et Maduro maintenant, mais Washington n'a pas réussi à défenestrer les dirigeants donc vénézuéliens. On a compris que la patrie là-bas s'abattrait très fort. Et puis on parle également d'un investissement dans les infrastructures gazières plutôt, de certains pays africains. Je ne les cite pas. C'est comme l'Algérie. Voilà. Alors, est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que ça pourrait justement réduire la dépendance ou faire oublier la Russie et son gaz? Non, non. En fait, le problème n'est pas d'ordre moral. C'est bon ou c'est pas bon. De la même manière que la Russie tente de contourner les sanctions, de cette même manière, l'Occident se débrouille à limiter sa dépendance gazière vis-à-vis de la Russie. Ce n'est que normal. Cependant, il y a un élément très important. Est-ce que ça serait une politique à long terme, à moyen terme ou à court terme? Les conséquences sont déjà là. Elles sont à court terme. Ça veut dire que ça nous empêche pas de parler en termes de conséquences, en termes dévastateurs de conséquences, et sur l'Union européenne. Je vais vous surprendre. Parce que jusqu'aujourd'hui, le commun des mortels ne comprend pas pourquoi est-ce que l'Union européenne s'active autant sur l'Ukraine, qui n'est pas membre jusqu'à ce jour de l'Union européenne, qui n'est pas encore membre de l'OTAN. Pourquoi cet empressement-là contre la Russie? Ça voudrait dire que la guerre, la réaction occidentale vis-à-vis de la Russie serait un faux pivot. Les vrais problèmes sont ailleurs. Et notre conférence va relever ces fonds cachés, les vrais problèmes cachés, afin que le commun des mortels comprenne scientifiquement la vraie version des faits et l'interprétation scientifique que nous donnons aux faits internationaux.
Merci beaucoup, Julien Tazi. Je rappelle que vous êtes professeur au département des sciences, plutôt de relations internationales à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques à l'université de Kinshasa. Cette conférence scientifique aura lieu mercredi dans la salle Luc Julon de cette université. À très bientôt. Au revoir, avec le même plaisir sur un nouveau numéro de votre magazine.